Ce qui m'a séduit dans Adventure Time, c'est surtout que même si c'est très comédie, c'est très rigolo, il y a plein de trucs qui déconnent et qui partent dans tous les sens, il y a plein de surprises. Le conte de fées, la vraie histoire de fond, elle est respectée. Is your quest? Here we go. Nous sommes le mercredi 23 octobre 2019 et la guerre des plateformes de streaming a commencé. À quelques jours seulement du lancement de Disney+, chacun y va de sa petite annonce pour attirer le public. Et c'est alors que HBO Max, la future plateforme de streaming de la Warner, annonce une mini-série événement de 6 épisodes qui fera suite à la série culte Adventure Time, qui s'était arrêtée un an plus tôt après 10 saisons. L'annonce de ce Adventure Time Distant Land va immédiatement faire le tour du monde et soulever l'enthousiasme de millions de fans. Comment cette série d'animation, partie d'un obscur court-métrage refusé par la chaîne à laquelle il était destiné, a-t-elle pu devenir en à peine plus de 10 ans une borne de l'héroïque fantasy et un tel poids lourd de la pop culture qu'elle est un argument publicitaire que l'on peut mettre en avant pour concurrencer le géant Disney? C'est avec cette question en tête que je suis allé à la rencontre des équipes de Cartoon Network pour mieux saisir le phénomène Adventure Time. Pour évoquer le succès de Adventure Time, il faut remonter aux origines du projet en 2007. C'est en effet cette année-là que tout commence pour Pendleton Ward, le créateur de la série. À cette époque, ce jeune auteur et animateur travaille sur Flapjack, une très bonne série d'animation un peu oubliée aujourd'hui, mais qui fut un véritable vivier de talent. Puisque, en plus de Pendleton Ward, Flapjack comptait entre autres dans ses équipes créatives Mike Ross, l'un des principaux artisans de Regular Show, ou encore Alex Hirsch, le créateur du Gravity Falls de Disney. C'est donc au sein de cette équipe et de cet environnement de travail stimulant que Ward entame la réalisation d'un court-métrage qu'il destine potentiellement à la chaîne Nickelodeon. Mais la chaîne n'est pas forcément emballée, contrairement à Cartoon Network qui achète immédiatement le show. Et c'était un moment aussi particulier dans la vie de Cartoon Network où on changeait un peu aussi d'orientation des séries. On venait d'une période où on avait été très action, beaucoup de dessins animés avec des super-héros, avec Ben 10, Bakugan, on avait beaucoup de super-héros, Warner aussi, Batman, etc. Donc très très action. Et les Cartoon Network Studios prenaient une orientation beaucoup plus comédie et aussi avec des shows avec on va dire plus de couches, quoi, un peu plus d'épaisseur. Et voilà, ça nous semblait important de marquer aussi le passage d'un truc très action à quelque chose de plus comique. Mise à l'antenne en 2010, aux côtés de séries comme Gumball ou Regular Show, la série Adventure Time devient la pièce maîtresse du renouveau de Cartoon Network, qui vit alors à ce moment-là ce que certains appellent son deuxième âge d'or, en référence évidemment à ce que l'on appelle l'âge d'or, ou du coup le premier âge d'or de Cartoon Network, qui s'étalerait à peu près de 1996 avec l'apparition du laboratoire de Dexter à 2001 et l'apparition de Samurai Jack. Effectivement, donc Jendy Tartakovsky ou Craig McCracken, voilà, c'est vraiment des créateurs qui ont inventé des choses, en animation, qui ont inventé des choses en écriture et qui sont comme ça, c'est générationnel. Et des gens de cette qualité, avec cette inventivité, voilà, des génies, on peut le dire. T'en as pas tous les 2 ans qui sortent de chaque promotion du CalArts, forcément, parce que là on parle de deuxième âge d'or comme s'il n'y avait rien au milieu, mais avant on a eu des shows qui étaient très franchise driven, qui vendaient des jouets, etc. et qui étaient super. Qui avait énormément de succès, enfin les Ben 10, les machins, enfin ça marchait hyper fort. Alors c'est autre chose. C'est durant cette première période que Cartoon Network enchaîne les classiques et les pépites, comme les Super Nana, Foster et la Maison des Amis Imaginaires, ou encore Courage le Chien Froussard. Abruti de chien! Un héritage animé prestigieux qui fera pleinement partie de l'identité de Adventure Time, mais que la série de Ward saura faire évoluer comme aucune autre auparavant. Adventure Time suit les aventures de Finn, un jeune garçon de 12 ans, et son frère adoptif, Jake, un chien magique. Tous deux évoluent sur la Terre de Où, un univers où l'on croise des vampires, des chevaliers citrons, des martiens, Abraham Lincoln ou encore un royaume de la confiserie. Mais ça, c'est la situation de départ, parce que vite, et même très vite, la série va évoluer et s'enrichir d'une mythologie complexe qui va transcender les codes, genres et influences qui la parcourent. De prime abord, la Terre de Où se déroulent les aventures de Finn et Jake, est un univers d'heroic fantasy typique, avec son bestiaire, ses trésors, ses armes légendaires, ses princesses en péril et ses méchants sorciers. D'ailleurs, l'une des sources d'inspiration première de Ward, c'est le jeu Donjons et Dragons, et il ne s'en cache pas. Cette influence se ressent jusque dans les séances d'écriture de la série, qui ressemblent souvent à des parties de jeux de rôle, puisque chacun rebondit sur l'idée ou le dessin de l'un des auteurs autour de la table, et chacun découvre finalement l'aventure, au fur et à mesure de ce procédé d'écriture un petit peu à part. Mais c'est aussi ce procédé qui va amener un élément déterminant qui va changer la nature profonde de la Terre de Où. Dans le 8e épisode de la première saison, appelé Business Time, une bande d'hommes d'affaires en costard-cravate sont libérés de la glace et deviennent malgré eux la preuve évidente que la Terre de Où est en réalité notre Terre, 1000 ans après qu'elle fut dévastée par une apocalypse nucléaire appelée la guerre des champignons.
Cette origine de la Terre de Wu n'était absolument pas du tout envisagée par l'auteur à l'origine. Et le monde, en fait, il s'est construit autour, et justement, un peu, il y a un effet oignon inversé, c'est-à-dire que les couches se sont rajoutées, et je pense qu'il y a eu de plus en plus d'épaisseur à la mesure que le show avait du succès, qu'on laissait aussi aux créateurs la possibilité de s'exprimer. Le show naît aussi des fois sous les yeux du créateur. Faut pas forcément avoir toujours l'idée du gars qui a forcément tout en tête et qui connaît tout du début à la fin, ce qui va se passer de la saison 1 à la saison 22. Il y en a certains qui sont comme ça. À partir de cet épisode charnière, Adventure Time est non seulement toujours une série d'heroic fantasy, mais également une série post-apocalyptique s'inspirant en partie de films comme Mad Max. Ce mélange atypique entre heroic fantasy et univers post-apo la relie même d'une certaine manière à un autre monument de la pop culture, le film Conan le Barbare de John Milius, puisque, rappelons-le, la première version cinématographique des aventures de Conan a failli être un film justement post-apocalyptique. Et oui, on ne le sait pas forcément aujourd'hui, mais l'un des nombreux scénaristes à avoir bossé sur Conan, c'est Oliver Stone. Et en 1980, soit un an après la sortie du premier Mad Max, le réalisateur de Tueur Né et de l'Enfer du Dimanche était alors un jeune vétéran traumatisé par la guerre du Vietnam qui ne se contentait pas forcément de caféine pour rester en forme. Et dans sa dernière version du script des aventures du célèbre barbare, il avait imaginé que Conan évoluait dans un monde ravagé par d'ancestrales guerres nucléaires où de terrifiants mutants s'affrontaient dans d'étranges décors jonchés de carcasses de voitures, reliques d'un temps oublié depuis longtemps. En gros, et pour faire un raccourci un petit peu facile, Adventure Time c'est le Conan le Barbare de Oliver Stone, version tout public qui croise l'univers de Mad Max. Et ce raccourci, aussi foireux qu'il puisse paraître, résume finalement assez bien l'orientation que la série va progressivement prendre. Les épisodes continuent à énormément s'inspirer de l'heroic fantasy et du système de quête hérité du jeu de rôle, mais le spectateur, au travers des yeux de Finn, se met doucement à relier les éléments narratifs qui expliquent les origines de la Terre de Wu. Ce point de vue enfantin pour raconter une histoire apocalyptique n'est d'ailleurs pas sans rappeler une scène du 3e épisode de Mad Max, où des enfants racontent leur vision de l'histoire du monde de Max. Alors oui, évoquer Conan le Barbare ou Mad Max quand on parle d'un monde empli par des couleurs sucrées où le rose bonbon domine, ça peut surprendre. Seulement voilà, cet emballage rassurant de friandises inoffensives est trompeur. Il y a clairement quelque chose de pourri au royaume de la confiserie, et c'est régulièrement que Adventure Time laisse suppurer le venin qui ronge son univers, fait de souterrains cachant des êtres monstrueux, de mal-être, de héros désabusés, d'entités cauchemardesques tout droit sorties de l'imagination de Lovecraft, d'êtres prophétiques et inquiétants, de dépendances dangereuses, d'enfance bafouée, d'adolescence compliquée ou d'adultes indignes. C'est vrai que c'est rare d'avoir des shows avec autant de couches. C'est pas forcément d'ailleurs toujours facile parce que sur le nombre de saisons, du coup on voit bien qu'il y a la première saison, c'est de la mise en place, on définit les choses, et la série évolue au fil des saisons. Il y a eu des saisons quand même beaucoup plus dark, parce que ça pose des questions existentielles, ou aussi parce que voilà, les créateurs amènent la série là où ils ont envie de l'amener. Après, voilà, faut qu'elle reste quand même, Cartoon Network, ça reste une chaîne quand même destinée aux enfants, donc des fois donc voilà, il y a un équilibre, qui est à tenir. Je dis pas qu'il l'a toujours été. Moi, je me souviens de réunions où on se disait, voilà, comment on va faire pour amener cette nouvelle saison ou ces nouveaux sujets qui sont très logiques quand tu regardes la série pour elle-même, mais à l'intérieur d'une chaîne ou d'une marque qui est adressée à des enfants, quand tu as d'autres choses à côté qui sont beaucoup plus légères, il faut quand même qu'il y ait un ensemble qui soit que ça fit avec le reste. Bon là, attention, soyons clairs, si la série n'oublie jamais son premier public, à savoir les enfants, en s'amusant de personnages mignons ou de gimmicks rigolos, comme ce petit escargot caché dans chaque épisode, Adventure Time ne prend pas non plus son public de haut, et possède un sous-texte puissant qui rend sa deuxième lecture vertigineuse, ainsi qu'un univers riche d'influences artistiques et culturelles, parfois diamétralement opposées. Donjons et Dragons, Gundam, les jeux vidéo, le cinéma de Miyazaki, le show télé de Pee Wee Herman, la J-Horror, les Simpsons, Sailor Moon ou encore Avatar, le dernier maître de l'air, s'entremêlent ici sans complexe au sein d'un tout cohérent et unique, dans lequel de nombreux publics vont se retrouver. Et puis je pense que le retour des fans était aussi important, c'est-à-dire qu'il y a quand ils ont vu qu'il y avait certains trucs qui devenaient des mèmes sur internet, ou qu'il y avait des gens qui cosplayaient avec, du coup ça leur a envie aussi de développer certains personnages, quoi. Hey everybody! What time is it? Adventure time! Et
c'est bien là la réussite première de Adventure Time. Face à ce récit protéiforme aux inspirations diverses, qui aurait pu perdre les spectateurs au fur et à mesure des années, la série n'a au contraire fait que rallier de plus en plus de fans à sa cause. Les stoners de Regular Show, les adeptes d'Heroic Fantasy type Samurai Jack, les fans d'univers cartoon à la Bugs Bunny ou Gumball, tous se retrouvent dans ce show qui va les amener encore plus loin. Parce que Adventure Time, non content de fédérer tant de publics divers, va aussi devenir une étape importante dans l'animation occidentale. En effet, si dans d'autres pays, et notamment au Japon, l'animation n'a pas attendu les années 2000 pour s'interroger sur le genre, l'identité ou l'appartenance, la production occidentale, et tout particulièrement américaine, a toujours été réticente, voire totalement récalcitrante, à incorporer des éléments de narration qui feraient la part belle à des personnages à l'identité moins codifiée que ceux qui sont communément représentés dans la culture mainstream. Or, ici, un petit peu à l'image de Ranma 1/2 de Rumiko Takahashi, Adventure Time va mettre en scène des personnages ne se posant aucune question sur le genre, et pour certains ayant même carrément la capacité de changer d'identité sexuelle sans que cela ne soit jamais remis en question une seule seconde dans la narration. En ce sens, Adventure Time devient une série qui vit et joue pleinement de son époque et des questionnements qui l'agitent, au point d'être parcouru par une série d'épisodes parallèles qui appliquent au pied de la lettre ce que l'on appelle la règle 63 d'Internet. Et sans rentrer trop dans les détails, la règle 63 de ce règlement fictif popularisé depuis 2007 via différents sites et forums est la suivante. Pour chaque personnage de fiction masculin, il existe une version féminine, et vice-versa. C'est avec cette idée en tête qu'en 2011, la série propose l'épisode Fiona and Cake, qui met en scène des alter-ego féminins de Finn et Jack, dans une Terre de Houx alternative où tout le monde a changé de sexe. Je pense que la vraie inflexion en termes d'affection des personnages, c'est l'épisode dont on parlait tout à l'heure, Fiona and Cake, avec le swap. Du moment qu'il y avait une connexion avec le personnage, quel que soit son genre, quel que soit son âge, est devenu partie même du programme. Là, c'est parti, les gens se sont appropriés ce truc-là, et ça a ouvert la porte à ce qu'il y a eu après. Donc, effectivement, au discours qu'il y a dans Steven Universe, au discours de tolérance très important qu'il y a dans Clarence, qui est une série que j'adore aussi. Pour avoir plus de renseignements sur cet épisode, qui en France a bénéficié d'un doublage mettant en scène Alexandre Astier, le créateur de la série Kaamelott, je vous invite à regarder l'épisode qui lui est entièrement consacré sur cette chaîne, le lien est dans la description. Bref, la série qui avait su jusque-là attirer un public des plus variés, allant du plus jeune spectateur, à peine sorti de l'univers de la Patte Patrouille, jusqu'aux geeks friands de références pop culturelles en passant par les rôlistes et les gamers, se retrouve également très vite montré comme un exemple de progressisme et d'ouverture d'esprit dans les médias, et d'autres vont très vite lui emboîter le pas, faisant de Adventure Time un phénomène culturel novateur, riche d'un public aussi passionné et divers que ses inspirations et ses aspirations. Et du coup, oui, la série a beaucoup évolué à partir de là. Les personnages ont gagné en épaisseur. Il y a eu aussi des renversements. Du coup, voilà, c'est des choses qui sont venues aussi avec ce retour de la comédie et avec aussi, je pense, une génération de gens et de créateurs qui eux-mêmes, justement, étaient des gens qui avaient vu ce premier âge dont tu parles. Et peut-être aussi qu'il y avait parce qu'entre-temps il y a eu Adult Swim, parce qu'entre-temps il y a eu des choses comme ça, qui ont pu mêler des choses, faire que ça soit tout à fait acceptable et tout à fait compatible avec ce qu'un enfant peut voir, mais effectivement en y amenant d'autres choses. Ouais. C'est un truc qui après est revenu avec Rick et Morty par exemple, quoi. Ce côté aussi immédiatement très très universel, immédiatement qui connecte avec les gens. Alors là dans un autre genre. I'm Pickle Rick! Autant iconoclaste que fédératrice, cette série qui est devenue une source d'inspiration majeure de la création occidentale et a connu de nombreux hommages, ne peut être qu'un argument de poids malin et attractif pour celui qui la distribue. Oui, aujourd'hui, Adventure Time est un monument de la pop culture assez important pour être mis en avant afin d'attirer le public. Mais au-delà de toutes ces considérations mercantiles, Adventure Time reste d'abord et avant tout une œuvre forte, qui au travers des yeux d'un enfant qu'elle présente judicieusement comme le dernier représentant de l'humanité, nous transporte dans un monde aussi rêvé et fantasmatique que cauchemardesque et terrifiant, où les enjeux les plus simples deviennent une quête initiatique ou une aventure épique. Sous couvert d'une fausse naïveté, la série n'a jamais hésité une seule seconde à nous questionner et nous emmener vers des étendues encore inexplorées de notre imaginaire ou de notre perception de nous-mêmes. Voilà, c'est ici que s'interrompt cet épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire tout ce que l'on peut faire sur ce genre de plateforme. Liker, commenter, partager, et surtout vous abonner et sonner la petite cloche pour être au courant des sorties des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur le Utip et le Tipeee de la chaîne. Utip, je vous rappelle rapidement le principe, vous regardez quelques publicités et moi ça me permet de financer les prochaines vidéos et les prochains projets. Sur ce, et d'ici là, je vous dis encore une fois merci et à très bientôt. What is your quest?